suis, moi, membre du bureau de l'UNAFAM de la Sarthe, et à ce titre, je m'occupe, entre autres, des mandataires judiciaires, donc des mesures de protection, mais je suis aussi membre de la CDSP, Commission départementale des soins psychiatriques, qui, justement, est amenée à examiner les mesures qui sont prises d'hospitalisation sans consentement. Et là, on rencontre effectivement tous les problèmes de refus de soins, entre autres. Bien, donc on ne représente pas directement les usagers, mais on est très concerné, même plus que concerné. En effet, lors d'un récent baromètre qui a été édité par l'UNAFAM, 30% des personnes malades psychiques vivent dans les familles et plus de 60% des familles disent être impactées par la maladie de leurs proches ou de cette connaissance, impactées à la fois dans leurs relations sociales, voire dans leur santé. Je vais peut-être vous choquer un petit peu, je m'en excuse à l'avance, mais ce sont nos réalités. Ces propos que je vais vous dire, ce sont des propos de famille qui sont extraites d'une publication de l'UNAFAM qui s'intitule « La parole aux familles sur la maladie psychique ». Voilà une mère qui dit par exemple « La difficulté, c'est la non-demande de soins, le déni complet. Elle ne veut pas de traitement. Ah, c'est son choix, elle est adulte. Ce qui complique encore la vie au quotidien, le problème, c'est à chaque fois pareil, on me répond « c'est une adulte ». Pour moi, cette phrase n'a pas lieu d'être. Quand quelqu'un est malade, c'est une façon de se retrancher, de se laver les mains. En réalité, ce n'est pas volontaire. Ma fille subit ce refus car la maladie ne lui permet plus d'être en état de l'accepter. En effet, la loi de 2002, relative aux droits du malade, méritoire dans son esprit, suscite pourtant des interrogations sur son application en psychiatrie pour les familles. Cette loi indique que le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix. Le texte prévoit aussi l'information sur les traitements, mais aussi les alternatives thérapeutiques passées ou à venir. Mais peut-on informer de la même manière que tout autre patient, quelqu'un souffrant de schizophrénie, un dépressif mélancolique ou suicidaire? Dans quelles limites peut-on recueillir le consentement aux soins d'un individu délirant, persuadé de persécution, ou souffrant d'un trouble grave de la personnalité, ou dans le déni total? Une mère dit par exemple « Mon problème essentiel, c'est qu'il n'est jamais vraiment soigné. Atteint de persécution, il pense que les médicaments vont l'empoisonner et que les médecins lui veulent du mal. » Quand l'information délivrée, même complète et circonstanciée, est perçue par le filtre de la maladie mentale, le consentement ou le non-consentement sont-ils éclairés? Les patients, on dit notamment, les patients sous-évaluent les effets positifs et se focalisent sur les risques et les effets secondaires du traitement. C'est un facteur émotionnel qui interfère alors avec les fonctions cognitives. On le voit bien actuellement dans la société, sur les problèmes qui sont levés par la vaccination, que les arguments au niveau de la santé ne sont pas toujours rationnels et qu'il faut souvent convaincre, malgré les réticences. C'est pourquoi à l'UNAFAM, nous préconisons, dès l'annonce du diagnostic, de prévoir une psychoéducation, mais aussi une complémentarité de l'intervention de père aidant. Il existe des groupes, par exemple, qu'on appelle les groupes d'entraide mutuelle. Et cette mère dit, par exemple, depuis 4 ans, notre fils est suivi régulièrement en psychiatrie au CMP. Il a participé à des groupes de parole au GEM, ce qui l'a amené progressivement à envisager sa vie autrement et les soins autrement. Les GEM sont des groupes donc d'entraide mutuelle qui sont sous forme d'association. Ce sont des malades qui se regroupent dans cette association, avec un président d'ailleurs qui est issu du GEM, et qui organise des activités, des rencontres, qui mangent ensemble, et même des séjours. Et ces GEM permettent justement de parler de la maladie, de vivre la maladie autrement. La loi a tendance en effet à idéaliser cet effet ce consentement, notamment lors des hospitalisations sous contrainte. Les ruptures de programme de soins sont nombreuses à la sortie, les rendez-vous non honorés avec le psychiatre, et là encore, ce sont les proches qui sont sollicités. Il existe un paradoxe d'ailleurs dans ces hospitalisations sous contrainte, c'est que le programme de soins peut être imposé à la personne, au patient, mais il est illégal de le faire exécuter par la contrainte. Ça veut dire qu'il y a quand même un paradoxe quand même sérieux. On me dit une mère, par exemple, depuis sa sortie de l'hôpital, qu'il faut attendre qu'il fasse lui-même ses démarches vers les professionnels. Mais les années passent et les chances de guérison s'amenuisent.
Une autre dit, dès que le patient vit seul, le suivi à domicile peut être rendu difficile. Si le malade ne veut pas ouvrir aux soignants, le problème se pose. Je rappelle en effet que même malade, la personne n'est pas obligée d'ouvrir la porte de son domicile, sauf dans des cas très précis. Voilà. C'est un constat d'échec du processus d'information, pas validé par une véritable alliance thérapeutique. Les symptômes négatifs de la maladie ne sont pas toujours pris en compte. Ce qu'on appelle symptômes négatifs, c'est la difficulté d'entrer en relation, c'est le repli sur soi. Ce sont des constats qui empêchent la personne d'entrer réellement dans une alliance thérapeutique, des fois avec son soignant. Pourquoi ne pas, dans ces cas-là, avoir un recours, une anticipation du consentement, qui, avec l'évolution de la maladie et de la prise de conscience, permettra à un moment ou à un autre une réalité de cette alliance. Mais on ne peut pas parler de refus de soins sans interroger aussi la qualité des soins. Alors je vais peut-être choquer un peu, mais mais on peut. Il ne s'agit pas de mettre en cause les personnes, bien évidemment, mais la pénurie criante de psychiatres, par exemple, notamment dans les hôpitaux psychiatriques, l'espacement obligé et la brièveté des rendez-vous ne sont pas des facteurs très favorables à une alliance thérapeutique nécessaire. Quelqu'un dit « Son seul accompagnement médical consiste en une visite mensuelle de 20 minutes chez le psychiatre. Cela se résume à un bref échange et en la délivrance de son traitement pour le mois suivant. » Il nous arrive aussi de constater, en CDSP, Commission départementale de soins psychiatriques, que les examens légaux obligatoires à 24 heures, 72 heures, etc., lors d'hospitalisation sous contrainte, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de copier-coller, parce que les psychiatres n'ont pas le temps, matériellement, n'ont pas la disponibilité pour pouvoir réellement écouter ces malades, prendre du temps avec ces malades. Donc, nous signalons évidemment ces choses qui ne sont anormales, d'avoir que ce sont non pas des faux, mais des copier-coller, par facilité, mais il n'empêche que c'est une réalité. Comment impliquer ainsi les personnes malades dans un programme de soins adapté ? Pas simple. Que serait alors pour nous, les familles, s'inscrire dans une démarche éthique pour les soignants avec nos proches ? Bon, d'abord, évidemment, adopter une attitude bienveillante, écouter, décrypter les motivations, expliquer et négocier toujours et encore, informer réellement des risques, je dis bien réellement, et pas seulement les évoquer. Et dans certains cas, croiser les besoins, des fois somatiques, psychiques, comme vous le verrez tout à l'heure dans un exemple. Communiquer évidemment avec les familles ou les proches. Il fut un temps où il était dit que les familles étaient parties, on va dire, faisaient partie presque de la pathologie. Heureusement, les représentations ont évolué, mais on trouve encore des cas où ce n'est pas si simple. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir cet excellent film d'une réalisatrice belge qui s'appelle Vero Kratzborn, qui s'appelle La forêt de mon père. Et dans ce film, qui est en grande partie autobiographique, eh bien son père, après une décompensation, est hospitalisé en hôpital psychiatrique. Et la famille, pendant plusieurs semaines, n'aura ni information, ni possibilité de le rencontrer. Heureusement, à l'UNAFAM, nous constatons que ces pratiques ont évolué et que nous sommes de plus en plus quand même acceptés comme partenaires. D'ailleurs, nous avons des permanences à l'hôpital psychiatrique. Mais aussi, on aimerait idéalement qu'il y ait un travail réel de concertation en équipe autour de la personne malade. Considérer les patients comme des partenaires, ça on est bien d'accord. Et face au refus, eh bien peut-être réfléchir en équipe justement sur le consentement, voire proposer des alternatives qui soient autres face au blocage. Car avec le manque de personnel, ce travail d'équipe est souvent illusoire. Nous, on le constate, les prises de rendez-vous, je vous l'ai dit, sont très espacées. Mais même pour avoir ne serait-ce que de l'information, eh bien très souvent, on est obligé de passer par les infirmières psychiatriques parce que les psychiatres, encore une fois, ne sont pas disponibles. Pour terminer, je voudrais vous soumettre une situation à la croisée de nos interrogations éthiques aujourd'hui. Il s'agit d'une personne malade psychique qui a été diagnostiquée, psychose chronique déficitaire avec déni des troubles. Cette personne souffre d'une grave pathologie qui met en danger sa vie. Or, la seule issue possible pour cette personne, c'est une opération chirurgicale, la seule issue favorable. Mais jusque-là, elle la refuse.
Il y a quelque temps, cette personne, son logement, quand elle ne vit pas dans la famille, son logement a été incendié. Il a donc été hospitalisé au CHU, et arrivé au CHU, il avait des brûlures, il a donc été traité à ce niveau-là. Mais la famille, qui depuis longtemps intervient, essaie de faire pression pour que cette opération chirurgicale ait lieu, se disait, puisqu'il est hospitalisé dans le même CHU, qui a diagnostiqué justement ce grave problème de santé, peut-être que ce serait l'occasion de pouvoir réaliser cette opération qui est vraiment vitale pour cette personne malade. Or, cette personne, au bout de quelque temps, s'est enfuie de l'hôpital, s'est enfuie du CHU, et est revenue où ? Ben, évidemment dans la famille. La famille, constatant son état mental très perturbé, très perturbé, eh bien, a demandé une hospitalisation sous contrainte. Cette personne a été hospitalisée en hôpital psychiatrique, évidemment, et ce depuis plusieurs mois, et il ne se passe toujours rien. On est donc face à une double contradiction, car en même temps, c'est une personne qui est sous protection judiciaire, qui a une curatelle renforcée. D'ailleurs, la famille avait demandé l'intervention de la mandataire judiciaire quand il a été hospitalisé au CHU pour faire pression. Donc, ça signifie qu'un médecin assermenté, un juge des tutelles, a considéré qu'il n'avait pas tout son discernement. Mais surtout, il a demandé par la suite à sortir cette personne, donc de sortir de l'hôpital psychiatrique. Le juge des libertés s'est prononcé et a déclaré qu'il est médicalement caractérisé que monsieur souffre de troubles mentaux qui rendent son consentement impossible et qui impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. Donc il est toujours hospitalisé, mais il ne se passe toujours rien. Sa vie est toujours autant en danger et personne n'intervient. Voilà, donc je voulais vous soumettre cette situation qui me pose quelques questions et qui est justement à la croisée de nos interrogations aujourd'hui. Parce que la conséquence, et je reviens à mon propos de départ, qui angoisse, qui porte l'angoisse ? Eh bien, c'est la famille, parce que lui, cette personne malade, n'est pas consciente de son état et du risque, mais la famille, elle, qui cherche encore à intervenir, elle en est bien consciente. Et tout le poids, de l'angoisse, etc., c'est la famille qui le porte. Voilà, merci.